Merci en tout cas à celles et ceux qui ont joué le jeu là ce matin de regarder, d'observer, de participer à cet expérimentarium et puis nous a donné un peu ce qu'ils ont ressenti de cela. Lionel, est-ce que tu peux, avant de lancer un film ou quoi que ce soit, on va directement sur... Parce que ceux qui n'étaient pas là ce matin, enfin qui étaient avec nous à l'OCIM, n'ont peut-être pas d'idée de comment ça se... Enfin, on dit, j'ai entendu, c'est bien huilé, c'est bien organisé, mais enfin, voilà, c'est quoi l'expé dans sa philosophie, dans la méthodologie de travail pour arriver à ce résultat? Est-ce que tu pourrais juste revenir sur les épisodes précédents? C'est ce que tu as prévu? Oui, c'est ce que j'ai prévu de raconter. Juste pour vous dire, ce matin, il y avait donc 5 chercheurs, dont Élise Céliolzem est encore là. Voilà, donc Élise était la première chercheuse que le groupe de l'OCIM a rencontré. Il y avait Cyrina, Kamal dans une salle ici, la salle était coupée en 2, Malika ici, et puis un autre chercheur, Jérôme, dans une autre salle. Et donc les groupes d'enfants et d'adultes tournaient ce matin. Juste sur ce point, parce qu'on a oublié de le dire mardi soir, merci aussi, c'est depuis quasiment 10 ans, depuis le début, c'est le centre des sciences du goût qui accueille l'expérimentarium et qui accepte d'accueillir, d'avoir cette vie, cette agitation dans ses murs, d'occuper quasiment tout le rez-de-chaussée. Il faut quand même dire que ça représente 2 fois 2 semaines de présence et qui nous accueille, qui en redemande. On n'a jamais eu, vous n'avez jamais eu de difficulté à... Et donc peut-être remercier ici à l'occasion le directeur du centre pour son accueil toujours chaleureux. Je vous raconterai peut-être l'histoire un peu de notre présence ici. C'est en 2002, une doctorante, Florence Roulet, qui est en ce moment au Canada et qui revient exprès pour les 10 ans de l'expérimentarium, elle arrive demain, qui nous a dit, tiens, venez dans notre centre. Et puis le directeur Benoît Chal a dit, parfait, et depuis a renouvelé son enthousiasme pour ce programme. On occupe tout le rez-de-chaussée du centre, on fait beaucoup de dérangements et il a toujours été porteur. Et puis là, depuis avec Luc Pénicaud, donc qui est le nouveau directeur, ça continue. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas été cité mardi, mais je voudrais le citer, c'est Cédric Serrano qui est d'ici et qui vraiment nous a rendu des milliers de services depuis qu'on est là. Je vais peut-être vous raconter un peu notre méthode et puis vous montrer des images aussi de ces rencontres. Moi, je tiens la montre. 30 D'accord, minutes. 30 minutes. Et puis après, un peu de temps, 30-40 minutes pour des discussions. Du coup, on va passer vite. Je vous montre, voilà, quand on fait des rencontres comme ça avec des enfants ou des adultes, il faut faire des affiches, des programmes. Donc voilà, quelques affiches. Et puis, je vais vous parler donc quelques mots d'historique, quelques chiffres, le fonctionnement. Ensuite, on verra les méthodes pour vulgariser. C'est un peu ce qui est ressorti de cette observation, des quelques traces des méthodes. Ensuite, l'entraînement des chercheurs. Ce matin, on parlait de formation. Je vous dirai pourquoi j'ai choisi le mot entraînement. Et puis après, on abordera la question de nos journées d'études, les effets et enjeux. Effets et enjeux globalement, et puis ensuite, effets et enjeux pour les chercheurs. Alors, par année, on fait 2 fois 10 jours à l'université, donc ici au Centre des sciences du goût, avec les enfants. Donc là, par exemple, c'était dans le hall. C'est Julie qui est, comme on vous l'a dit, autour d'une table avec des petits groupes de jamais plus de 8 enfants. Donc quand une classe vient, s'il y a 28 élèves, on coupe en 4 groupes. Et puis chaque groupe va voir chacun un chercheur. Et on reçoit en général 1500 personnes. La moitié, c'est des scolaires. Et puis l'autre moitié, c'est des journées grand public. Lorsque on fait ces accueils ici de 10 jours, on finit par des journées grand public. Donc les Dijonnais ou même des gens de Bourgogne viennent ici rencontrer 4, 5, 6 chercheurs lors d'un après-midi. J'y reviendrai. On fait aussi des journées dans les lycées, dans les bibliothèques, dans les centres de loisirs. Toujours le même principe, petits groupes et dialogue, discussion. Et puis une matinée sur le marché de Dijon où là c'est plus une option, on pourra en reparler, je laisserai peut-être ça aux questions, qu'est-ce qui se passe sur le marché, là où les gens, ne serait-ce que quand on installe, avaient une relation avec les autres gens qui sont là à 7h du matin pour installer leurs légumes, etc. Qu'est-ce que les chercheurs viennent faire là et pourquoi ils sont là et qu'est-ce qui se passe. Donc on est aussi sur le marché. Alors,
La chose importante, c'est que dans les chiffres que je voulais vous citer, donc depuis 10 ans, on a accueilli 40 000 visiteurs, 50% de scolaires, et puis 180 chercheurs qui ont participé. Participer, ça ne veut pas dire juste venir une journée présenter, ça veut dire participer à une formation que je vous décrirai. Et ces 180 chercheurs recouvrent à peu près tous les laboratoires de l'Université de Bourgogne. Donc on fait un programme de vulgarisation dont la thématique est la recherche, l'activité de recherche, les chercheurs, mais pas une thématique scientifique. À chaque fois qu'une classe vient ou qu'il y a des journées portes ouvertes, il voit à chaque fois des chercheurs en sciences de la vie, sciences de la terre ou géologie, en sciences de la matière, technologie, en sciences humaines, philosophie, droit, littérature. Donc, c'était pas évident au début. On ne s'est pas lancé. Ça s'est passé en 2001. En octobre 2001, on a décidé d'ouvrir aussi à des chercheurs en histoire, en psychologie, etc. Alors qu'au début, on était plus sur chimie, physique et biologie. Je reviendrai peut-être sur la genèse de l'expérimentarium, mais là, je vais vous montrer un petit film qui a été fait en 2003, ici, qui a été réalisé par Jean-François Desmarcheliers, qui est juste derrière nous, qui interviendra demain, et qui est un personnage très important dans l'histoire de l'expérimentarium, parce que c'est lui, très souvent, qui nous apporte beaucoup de... Il travaille pour beaucoup de structures, et il nous apporte son point de vue, un peu comme vous l'avez fait ce matin. Il nous dit « Ah, mais là, vous feriez mieux pas de faire ça, etc. » Et donc, si on a eu le prix Diderot de la culture scientifique en 2003, c'est beaucoup grâce au film de Jean-François, qui était un film fait assez rapidement, très rapidement même. Donc, il date de 2003. Voilà, c'était ici avec une classe de CM2 et puis 4 chercheurs. Alors, l'expérimentarium, c'est à peu près 4 fois par an, pendant une semaine, des jeunes chercheurs de l'université qui ont décidé de rencontrer des gens et de raconter ce qu'ils font. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que vous apprenez en maths, en physique, en biologie. C'est pas tombé comme ça. T'es jeune. Ça n'a pas été gravé dans le marbre et puis depuis la nuit des temps, c'est su et connu. Les chercheurs, on espace tous avec une barbe et des cheveux gris. Donc moi, je suis né avec la barbe, mais pas avec les cheveux gris. Pour nous, quand on doit mettre la même quantité pour garder, puis il y en a encore sur les côtés, alors il y en a trop, il faut remettre un peu d'eau. Et oui, mais pourquoi ça n'a pas posé de problème avec l'eau? Oh, l'eau, parce que... Parce que c'est du liquide. Il faut des enfants. Oui, là, et là Il y a plein de petits. Là, c'est les tout petits. Les tout petits qui est là. C'est les enfants qui viennent de naître. On appelle ça des petites larves. Quoi ça vous fait penser ça Une épée. Ouais, pas tout à fait. Vous avez déjà vu des gens qui marchent sur des fils? L'objectif de l'expérimentarium, j'ai l'impression que ça a toujours été un peu le même, enfin, en tout cas depuis que j'y suis, c'est de montrer aux gens qui ne sont pas dans le contexte de la fac et de la recherche que la recherche c'est une histoire de passion, c'est une histoire humaine tout d'abord, et que c'est des gens qui sont finalement, ce sont des grands rêveurs, mais ils sont très humains. Moi, l'expérimentarium, c'est expliquer à des enfants quelles sont les méthodes, les objectifs un médiéviste d'une thèse. Je leur parle de mes recherches et je veux aussi savoir comment eux perçoivent ce que je fais. Ça m'intéresse. Si je vois tout le monde qui fait la tête et qui bâille, je sais que mon propos n'est pas intéressant, donc je sais qu'il faut que je change de manière d'expliquer. Le travail du chercheur, c'est de pouvoir expliquer simplement ce qu'il a fait, s'il l'a bien compris. Ça va jamais être exactement la même chose au mot près, quoi. Ça va dépendre d'eux, en grande partie. Hein. Et c'est très intéressant. On s'est mis à construire des maquettes, construire des petits objets, pour arriver à faire participer les gens, les enfants qui viennent à nos expériences et rendre l'atelier beaucoup plus interactif. N'hésite pas à leur montrer des tableaux, à leur parler d'une manière simple aussi, et pas avec des mots complexes de plus de 3 syllabes que nous-mêmes on ne comprend pas, et à leur imaginer les choses. Vulgariser ma recherche, c'est aussi pouvoir mieux la comprendre en cherchant à l'expliquer d'une autre manière.
Quand je vois un mot, les mots des enfants qui mettent en partant de l'expérimentarium, vive Delacroix ou il est super Delacroix, et qui disent ah ben oui Delacroix il apprend ça, je suis contente, je me suis dit ça y est, j'ai servi à quelque chose. Vous allez reconnaître la personne qui est là. Ici. Je laisse parce qu'il y a un petit happy end. Ils sont pas tous, pas tous des extraterrestres avec que des chiffres dans la tête, quoi, finalement. Ce qui est intéressant dans ce petit happy end, c'est que Florence était chercheuse ici et elle parlait des physiciens. Donc elle ne connaissait pas les autres doctorants physiciens. Donc là, on a une piste pour des enjeux entre chercheurs, une meilleure connaissance de ce qu'ils font. Juste pour deux petites anecdotes, je présente deux personnes qui sont ici. Il y a Fabien Lacaille, qui était notre doctorant, il est surpris, parce que, qui était doctorant et docteur après sur la parade sexuelle des drosophiles mutantes, qui a fait l'expérimentarium et qui maintenant travaille à l'OSIM. Donc il a fait bien 1 kilomètre pour revenir, contrairement à Mohamed Haddad, qui a fait 10 000 kilomètres à peu près, qui vient du Pérou exprès pour les 10 ans de l'expérimentarium, que vous avez vu, qui fait partie un peu de l'histoire de l'expérimentarium. Donc c'est des gens aussi que vous pouvez rencontrer, avec qui discuter. Est-ce que tu peux revenir pour faire le lien après cette petite projection sur combien de chercheurs se mobilisent chaque année, enfin, comment ça se passe au niveau de là on a vu un peu l'esprit, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, de l'ambiance, le face-à-face, ce qu'il en ressort, mais chaque année, donc ça recommence, hein, c'est pas les mêmes. On t'a dit qu'il y avait 180, presque 200 chercheurs. 180. Comment tu les recrutes, comment tu les choisis? Est-ce qu'ils viennent vers toi? Est-ce que tu vas vers eux? Est-ce que l'équipe avec Candice, parce que maintenant c'est avec Lionel, il est sur la scène, mais en fait aujourd'hui le travail se fait aussi beaucoup avec Candice Chaillot, qui est donc de la mission. Comment vous faites pour les approcher? Est-ce qu'ils viennent vous frapper la porte? Voilà. Et est-ce que vous les amenez, vous les conduisez comme ça? Bon, c'est aux sciences du goût, c'est tel jour, et puis voilà. Allez-y. Il y a un peu de ça. Comment ça se prépare? À peu près, on est une équipe ils sont une équipe de 35 à 40 chercheurs par an qui se relaient. Ils font tous leur thèse. Alors, ils font tous leur thèse où ils l'ont terminé. D'accord. Je reviendrai un petit peu à la genèse. Il n'avait jamais été écrit quelque part que l'expérimentarium, enfin en tout cas par nous qui l'organisons, devait être quelque chose, un programme par des doctorants, c'est par des chercheurs. Il se trouve que c'est les doctorants qui ont commencé à le faire, mais il y a des gens qui ont passé leur thèse et qui après ont décidé de faire l'expérimentarium. Il y a des gens qui ont passé leur thèse et qui continuent de faire l'expérimentarium. Voilà. Mais généralement, ce sont des doctorants, oui, en nombre. Voilà. Bon, maintenant, si on prend, il y a beaucoup qui ont passé leur thèse. Mais là, sur l'équipe d'une quarantaine, peut-être qu'il y a plus de 3/4 de doctorants. Alors, une quarantaine par an, sachant que les doctorants ne restent pas tous à l'Université de Bourgogne. Il y en a bien une dizaine qui partent par année. Donc, nous, il faut qu'on recrute entre 10, 12, 15 doctorants par an. Alors, lors des grandes sessions, avant les grandes sessions, 2-3 mois avant, on envoie des mails. Des fois, au tout début, c'était des mails envoyés par le président de l'Université de Bourgogne à toute la communauté. On informe aussi via les écoles doctorales. Et puis surtout, ce qui fonctionne, c'est le bouche à oreille. Alors, il y a des effets un peu, des biais au bouche à oreille, c'est qu'il y a des labos, il y a plus de proximité de vie de labo. Alors nous, il ne faut pas qu'on perde les chimistes. Par exemple, s'il n'y a plus de chimistes, et ben après,
c'est difficile parce que le bouche à oreille fonctionne plus. Le chimiste qui a fini l'expérimentarium peut, s'il n'a pas trouvé un nouveau doctorant, donc le relais ne se passe pas. Mais c'est donc principalement le bouche à oreille. Et puis parfois, on va voir, Candice avait fait la rentrée d'école doctorale sciences humaines, et puis les gens nous disent, moi je veux bien me lancer. Alors, ce qui fait qu'ils se lancent, c'est plutôt le fait d'avoir vu ou d'avoir entendu des collègues en parler, ou d'être venus ici. Parce qu'au début, en fait, ils ne veulent pas forcément parler où ils se disent, donc je parle des doctorants là, oh non, mon sujet est trop compliqué, je ne pourrais pas en parler, ou voir c'est pas intéressant. Ça, c'est quelque chose aussi que j'avais vraiment beaucoup au début. C'est-à-dire que les gens me disaient, je vais faire plus l'extraction de l'ADN, par exemple, ou alors j'ai vu telle manip qui fonctionne. Nous, on s'est dit, non, il faut que vous parliez de vous, de ce que vous faites. Et donc c'est là le défi. On a parlé un peu ce matin du défi par rapport à des gens qui font des maths, des choses très abstraites, où il n'y a pas, ces concurrences déloyales par rapport aux chercheurs qui travaillent sur les termites et les fourmis, ou sur les vagues scélérates, encore que dans les vagues scélérates, il y a des maths. Donc c'est vrai qu'il faut parfois convaincre, et il faut que, c'est souvent par le fait que les chercheurs viennent voir ce qui se passe et voient que c'est possible de vulgariser, voient la diversité aussi des approches, même s'il y a une structure commune, et donc ils se disent ok, on y va, et puis nous on les aide. C'est ce que je vais peut-être raconter. Ok. Comment tu les aides? Alors, j'avais prévu de montrer un peu les journées portes ouvertes. Ça fonctionne avec plein de chercheurs, d'autres programmes. Non, je vais parler de comment... Le programme, c'était juste le tableau que tu as montré tout à l'heure. Non, mais juste pour montrer à quel point c'est bien huilé. Tu avais un tableau là, qui a filé à l'écran. Alors là, c'est lors des journées portes ouvertes, c'était en 2006. C'est encore pire pour les nouvelles. Là, si je vous montre les... Je suis content parce que je faisais des maths avant, et on refait des maths à faire des plannings, etc. Pour que la rencontre se passe bien, il faut quand même un cadre. Il faut quand même pour que ça paraisse assez naturel, il faut qu'il y ait une structure et qu'on sache où on va. Là, lors d'une journée porte ouverte, les gens arrivent, on leur donne un petit tableau comme ça, et puis dans les salles qui sont ici, eh bien, ils peuvent voir, comme à la fête du cinéma, ils peuvent voir Christophe Caillot qu'on a vu dans le film, sur les communautés religieuses à Barcelone. Ils peuvent aller voir Michael Fèvre, qui est l'homme qui a fait le plus d'expérimentarium. 67 groupes, donc ça fait 200 ateliers, quelque chose comme ça, etc. Là, les archives du Front Populaire, vous voyez. T'en as 4 ou 8 qui tournent là. 8, hein. Alors, on choisit 14h, on a le choix entre 4 chercheurs, et puis 14h30, c'est 4 autres, et puis après, ça redémarre. Si quelqu'un vient à 14h, il peut voir tout le monde. Ça va? Non, mais c'est pour ça que non, mais c'est important de voir à quel point c'est du cousu humain. Alors, là, je voulais montrer un petit peu les extensions, mais je vais vous parler. Ça, c'est les extensions dans les nuits des chercheurs. Jean-François Desmarcheliers en parlera plus demain. Alors, je reviendrai juste quand même sur quelque chose qu'on n'a pas dit. C'est aussi pourquoi ça s'appelle l'expérimentarium, alors que... et je ne vous ai pas donné l'objectif en plus de l'expérimentarium, alors qu'on ne fait pas d'expérimentation. En fait, au départ, le programme avait été inscrit dans le contrat quadriennal par Gilles Bertrand et Nicole Autissier. Gilles Bertrand était vice-président à la recherche à l'Université de Bourgogne. Et l'idée était de faire comme à l'Université libre de Bruxelles, un expérimentarium qui était un espace de manip de physique. Et puis on s'est rendu compte, donc en octobre, novembre, décembre 2000, que finalement, on avait une richesse à l'université, déjà pluridisciplinaire, et puis que la richesse, c'était aussi les gens. Moi, quand j'allais voir les manips, finalement, les manips, déjà, on n'avait pas les compétences. J'avais rencontré Catherine Rupli à une formation de l'OSIM sur les manips, et je me suis dit... et les expos interactifs, je me suis dit non, on ne pourra pas faire ça. C'est vraiment des compétences du Palais de la Découverte, des CCSTI, etc. Nous, à l'université, on n'avait pas ces compétences-là. Et puis, aussi, je vais dire quelque chose qui est aussi... les chercheurs n'avaient pas forcément les compétences didactiques ou même éducatives, dans le sens proche de la didactique, pour animer ces manips, pour laisser le temps des questionnements aux gamins. Donc, on a changé pour aller
vers un programme qui se base sur l'activité du chercheur, sur le chercheur. Et du coup, même si on est parti la première année, la première session en juin 2001 sur maths, physique, chimie, biologie, du coup, de parler de l'activité du chercheur, on a pu s'étendre à la psycho, l'histoire, etc. Ce n'était pas forcément évident au début de parler de l'activité du chercheur. J'ai des amis qui me disaient mais moi je vais chez un garagiste, je veux que ça soit réparé, on a envie d'avoir les résultats, on n'a pas envie forcément de savoir comment il a fait, quel est son métier, etc. Donc c'était pas forcément évident et on s'en est rendu compte en 2001 lors des deux premières sessions. Le fonctionnement a été, je me souviens, inventé assez rapidement, il n'a pas bougé depuis. L'histoire des 4 ateliers, des 20 minutes, ça n'a pas bougé. L'âge des enfants, plus de 10 ans, ça n'a pas bougé aussi. On avait essayé un peu plus jeune, ça ne fonctionne pas trop. Voilà. Donc le fonctionnement de l'expérimentarium est très stable en fait. Voilà donc pourquoi ça n'est pas un espace de manip. Mais au début, il a fallu se battre pour montrer que ce n'était pas un espace de manip. Alors, nos méthodes pour vulgariser, pour que quand même il y ait de l'interactivité et pour quand même il se passe des choses. Alors donc l'objectif, quand je dis c'est assez bizarre, hein, mais c'est... J'ai encore plus de 10 minutes, Eric. C'est de permettre une rencontre entre des chercheurs et des publics et de faire en sorte qu'elle se passe le mieux possible pour les deux parties. Voilà notre objectif. Après, il y a différents enjeux. Il y a des enjeux politiques, pédagogiques, sociaux, et puis culturels, et pour les chercheurs. Mais notre objectif, c'est ça, c'est développer l'art de la rencontre. Faire en sorte, c'est une des définitions de l'éducation d'ailleurs. Voilà. Alors, comment on développe cet art de la rencontre ? Eh ben, on a des méthodes pour vulgariser. Alors, la première, vous l'avez dite, c'est, je n'y reviens pas, petit groupe. Donc jamais plus de 8. La position aussi des chercheurs. Alors là, ça va faire un peu... c'est pas des recettes, on vous dira, mais on a quand même un cadre. Là, vous avez Julie, d'ailleurs, qui travaille en littérature. Donc, et elle est sur ces petits sièges-là. En général, souvent, quand on a une relation entre un chercheur et un public, c'est pas souvent sur un canapé, autour d'une table, comme ça. C'est souvent quand même le mode conférence. Donc là, on le brise et on peut faire des ateliers autour d'un canapé. On a même des fois fait dans un jardin, lors d'un pot, etc. Là, c'est plus, nous, notre technique avec Candice d'entraîneur, de metteur en situation, de médiateur, pas dans le sens entre le chercheur et le public, mais dans le sens organisateur de cette union et de rencontre entre le chercheur et le public. Là, Marwen, par exemple, on voit sa position par rapport aux gamins. Et puis, on introduit une autre chose qui est importante dans les ateliers, c'est les objets. Là, Marwen travaillait sur les procédés de haute pression pour des aliments. Il avait dans son labo des clés à molette qui sont exactement les mêmes que dans les ateliers des parents, des gamins, mais sauf qu'elles étaient 5 fois plus grosses. Et donc pour l'idée de la pression, voilà, je lui ai dit, prends cette clé à molette parce que ça va, même si ce n'est pas un processus didactique, en tout cas, ça va donner des images. Alors les objets, il y a les objets du labo et 2 types d'objets. Les objets sont catalyseurs de dialogue, ils permettent aussi de projeter ces images, les images des gens et les images du chercheur, et donc d'engager un dialogue sur les images qu'on a. Les images qu'on a, par exemple, est-ce qu'on a des images sur le stress des bactéries Eunococcus euni dans le vin ? Eh ben, Charlotte Beltramo, qui travaille sur les bactéries, qui travaillait en thèse sur les bactéries du vin, donc cette Eunococcus euni, là, elle amenait des objets de la vie courante qui sont fabriqués par fermentation, du pain, des yaourts, des fromages, de la bière, du vin. Là, c'était sur le marché, mais c'est la même situation avec les gamins. Et puis, les gamins disaient, voilà, qu'est-ce que je vois ? Les microbes, c'est méchant. Non, moi, des fois, j'essaye de voir les microbes. On peut appeler ça aussi les bactéries. J'essaye de voir ce qu'elles font, puis c'est pas forcément méchant, parce que tu vois, ça fabrique du vin, etc. Et puis,
à côté, on voit un peu derrière des boîtes de pétri avec ces microbes du labo. Donc les objets de la vie courante et les objets du labo pour dialoguer. Là, Nelly, par exemple, je me souviens quand c'est une doctorante de Nancy, donc on fait des formations courtes d'une semaine pour des doctorants. Elle travaillait sur des histoires d'épidémiologie, etc. Et elle me montrait juste une petite boîte de pétri. Je lui ai dit, maintenant, tu fais des études statistiques, il y en a beaucoup et tout. Donc elle les a toutes amenées et ça fonctionnait. Alors je vais assez vite sur des objets. Je vais passer sur celui-là. Christophe, notre historien, des fois on n'a pas vraiment l'objet de la recherche parce que lui, il est sur la Barcelone au XIIIe siècle. Il ne pouvait pas amener un parchemin de Barcelone. Donc il avait un parchemin du XVIe siècle, mais c'était un objet étonnant qui lui permettait de dire des choses sur son activité. Il montrait aux gamins qu'est-ce que vous arrivez à lire, etc. Et par ces petits objets, on arrive au concept en fait. Si on lance les concepts tout de suite, dans une situation presque de loisir, donc de vulgarisation, c'est difficile. Des objets qui sont tout bêtes pour les chercheurs, mais vous voyez qu'ils peuvent faire de l'effet. Hein, les gants, ils font toujours l'effet parce que sur notre affiche, une nouvelle affiche, ils font de l'effet. Là, je vous laisserai regarder. Et puis un objet étonnant auquel les chercheurs ne pensent pas encore assez, mais ça fait. On leur dit, on leur redit, il faut qu'ils parlent de leur activité. Il y a quelque chose qui marque leur activité, c'est leur cahier de labo. Alors le cahier de labo, on dit présentez votre cahier de labo à DCM2. D'un point de vue didactique, comment on fait pour passer les 7-8 ans d'études pour comprendre ce qu'il y a, ou 10 ans pour comprendre ce qu'il y a sur le cahier de labo. Mais c'est ça qui marque la science en train de se faire, les fameuses choses dont on parle souvent. C'est ça qui fait que les enfants sont aussi avec les chercheurs. Vous avez dit tout à l'heure, on était un moment observateur avec les gamins, puis un moment acteur. C'est rigolo parce que vous étiez à écouter un chercheur, mais vous avez dit, je ne sais plus qui a dit, on était acteur. Ça rend les gamins acteurs parce qu'ils ont envie de voir la page suivante, ils ont envie de voir les ratures, de dire « Ah, mais là, qu'est-ce que tu fais ?» Donc c'est quelque chose qui symbolise vraiment l'activité de recherche. D'autres objets, quand on ne les a pas, on met des belles photos. Je vais aller vite. On a aussi parfois des situations. Alors ça peut être des situations qui pourraient paraître ludiques. Léry travaillait sur la mémoire des aliments. Elle faisait des tests. Un peu comme Cyrina a fait aussi. Elle fait des tests sur les odeurs ce matin. Mais les tests ne sont pas là pour faire le test. Ils sont un prétexte à dire, voilà, moi je fais ce test-là, je vous le refais là dans ce cas-là, mais moi je dois le faire sur tant de personnes. Et puis on l'a fait la première fois, ça n'a pas trop marché. Et puis là, on va essayer. Donc c'est vraiment des prétextes, vivre des choses, voir des choses pour pouvoir parler de la vraie recherche. Dans le film, Johan Mertens disait on a construit des maquettes, etc. En fait, on n'est pas trop là-dedans. Parce que la maquette, c'est un objet didactique qui n'est pas forcément un objet du labo, de la recherche, de la réalité. Alors, voilà, pour nos méthodes, alors c'est une sorte de transition entre les méthodes et les chercheurs. J'ai cette photo-là, je vous laisse regarder, et puis la suivante. Là. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Robert Lelarge, qui était un membre actif des CMEA de Bourgogne, donc d'éducation populaire, et disait « L'expression d'une vraie culture ne peut se faire sans émotion ». Alors, je trouve que cette photo le montre bien. C'était Delphine Lano, qui travaille sur les évêques bourguignons de la période médiévale. Et en fait, pourquoi alors on ne fait pas du coaching maintenant, c'est le moment émotion, etc. Mais je pense que vous avez vu, les gens qui sont venus ce matin, qu'il y a quand même des émotions dans le... Mais des fois, on a des chercheurs qui se disent quand on va expliquer ce qu'on fait, et surtout quand il y a des PowerPoints, etc., l'émotion, on n'y pense plus, ou on essaye on dit on à la place de je. Il y a plein de choses qui font que quand on parle de science ou de sa science, on n'a plus trop d'émotion. Et finalement, nous, on essaye d'y penser aussi, de mettre en place mettre en place des choses, pardon. C'est l'émotion, qui font que l'émotion puisse s'exprimer, et ça fait partie aussi du programme. Alors, quand même, pour arriver à notre sujet, mais au début, c'était prévu 45 minutes dans l'heure. Alors, je te couperai si c'est nécessaire. L'entraînement des chercheurs.
Alors, les chercheurs, forcément, lors du DESS de communication scientifique que j'avais fait, on m'avait parlé du renforcement du fossé qu'il pouvait y avoir entre les savants et les ignorants, un des effets de la vulgarisation. Et on se dit, on ne peut pas mettre un chercheur comme ça face à des gamins. C'est la loterie, quoi, parce que ça peut être vraiment compliqué. Donc, au début, on a fait un entraînement pour que ça se passe bien. Puis on verra qu'en fait, cet entraînement a aussi d'autres effets. Alors, quand je parle d'entraînement, c'est en 5 points, 4 ou 5 points. Alors, en fait, le premier point essentiel, c'est d'aller voir le chercheur. Alors, en ce moment, c'est Candice qui le fait. Moi, je le faisais avant. On n'a pas besoin d'être 2 ou 3. C'est d'avoir vraiment un entretien avec lui, 1h30, 2 heures, 3 heures des fois, et vraiment de discuter sur ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Tu essaies de prouver quelque chose avant de parler des méthodes, voilà. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et des fois, même les discussions sont... pour certains doctorants qui sont en début, des fois, qu'est-ce que tu es en train de faire n'est pas le même 1 heure après, quoi. Parce que des fois, il y a même « Ah oui, mais finalement... » Voilà. Et c'est à partir de ça que, dans un deuxième temps, on essaye de trouver des astuces, soit des objets, comme on l'a vu avec Charlotte, les objets de la vie courante, soit des anecdotes, soit des situations, comme en psychologie ça fonctionne bien, les situations, soit des belles photos, soit des références à des films. C'est dans le deuxième temps qu'on fait le travail de développement culturel, d'enrichissement, de mise en culture, de l'activité, du sujet et de l'activité. Donc c'est vraiment important d'avoir ce moment de discussion parce que sinon, on le voit moins maintenant, mais au début, les doctorants avaient une tendance à aller sur une présentation d'un sujet. Ce qui peut être plus facile des fois. Kamal nous a parlé ce matin des vagues scélérates. On pourrait faire une très belle présentation. Il y a plein de films sur les vagues scélérates dans les mers, etc. Mais il n'y aurait pas la plus-value de l'expérimentarium qui est de parler de soi. Et il n'y aurait pas cette plus-value énorme que quelqu'un qui fait une réflexion sur la vague scélérate à Kamal, bon, ok, mais quelqu'un qui fait une réflexion sur le travail de Kamal à Kamal, c'est plus intéressant. Ça, c'est aussi pour la suite. Donc, première partie, qu'est-ce que tu fais? Discussion. Deuxième partie, la mise en culture, les objets, etc. Donc on commence à en parler, puis après les chercheurs vont aussi dans leur coin, des fois on les revoit, etc. La troisième partie, tout ça se passe en à peu près 1 mois et demi, c'est l'écriture d'une petite fiche comme ça. Alors, quand on vient à l'expérimentarium, on a une petite pochette comme ça, avec Mohamed Haddad dessus. Et puis après, on a une petite fiche. Si on rencontre Carole Sester, eh ben, on a sa petite fiche. Et alors, qui raconte ce qu'elle fait, une petite phrase d'elle, et puis après, un petit point de vue sur un des sujets, sur son activité, puis les applications ou les objectifs. Alors l'écriture de cette fiche, maintenant, on a quand même de la bouteille et tout, puis on a une formation de journalisme, etc. On pourrait la faire nous, Candice et moi, écrire, on a vu les gens, ça irait vite. Mais en fait, on veut que ce soit les chercheurs, les doctorants qui nous écrivent la première partie, et après, il y a un jeu d'aller-retour. Et là, il se joue des choses intéressantes, des discussions sur les mots, des querelles sur les mots, des mails, des retours, etc. Arbitrés parfois par le dictionnaire, en fait, parce qu'on est dans une situation de vulgarisation. En octobre 2001, il y a un chercheur qui m'a dit « on ne contredit pas la parole d'un spécialiste ». Et finalement, maintenant, j'aurais dit le spécialiste, c'est moi, là, parce que dans la vulgarisation de la... Donc voilà, il y a aussi la peur des collègues, tiens, s'ils voient cette fiche, nous, heureusement qu'il y a les gamins, parce qu'on dit c'est pour les gamins. Voilà, donc l'écriture de cette fiche fait partie de la formation. Ça, c'est la troisième partie. La quatrième partie, c'est une journée d'entraînement. Donc la journée d'entraînement, là on voit, tiens, il y avait Jean-François à l'époque, j'ai pris des vieilles photos. C'est clair, oui. T'étais tous très jeune. Hein. Ouais, c'était... Et donc là, par exemple, c'était Stéphane qui... donc l'entraînement, le chercheur, on l'a vu, il a préparé ces choses. Et puis, on n'a pas envie qu'il fasse sa première devant les gamins, quoi. Donc, et là, c'est l'occasion de rassembler les choses, voir si ça fonctionne. On passe 20 minutes, on fait comme si on était les gamins. Puis après, il y a des discussions sur l'atelier. Puis après, on mange ensemble. Et puis, il y a aussi des discussions entre les chercheurs
qui sont très intéressantes pour notre question des effets sur les chercheurs. J'y reviendrai. Voilà. L'un des intérêts aussi, c'est que finalement, les gens se rendent compte « Ah, mais ma recherche, ça intéresse ». Parce qu'il y a les autres qui font « Ah oui ». Des fois, il y a des chercheurs qui se disent l'histoire des chevaliers de l'an 1000 du lac de Paladru là, dans le film, c'est assez pertinent en fait. Des fois, il y a des chercheurs qui nous disent « Bon, moi… ». Et là, ils se rendent compte que « Ah oui, tiens, je peux en parler, c'est intéressant, ça a fonctionné ». Donc, il y a un effet psychologique important. Alors les effets en jeu, avant de revenir aux effets sur les chercheurs, bon ben là j'avais mis, bon c'était pour une autre présentation, il y a de la pub, la presse nous suit, ils font des portraits de chercheurs, ils jouent le jeu, on a des émissions radio, etc. Moi j'avais mis celle-là parce que je trouve qu'elle n'a pas besoin de commentaires sur les effets en jeu, parce qu'on va parler des chercheurs là, mais c'est quand même important de parler des enfants. Et donc voilà, il y a des effets importants. Pour les enfants, enfin les enfants non, les jeunes plus grands, voilà ce que nous avait écrit Jean-Pierre Loisel du lycée des Chaumes à Vallon après une visite dans un lycée. Dans les enjeux, il y a des enjeux culturels, j'ai parlé de l'émotion, etc. Je vous laisse lire. Alors, en fait, les enjeux pédagogiques sont plus… donc on dit bien, hein, et les profs le comprennent, et nous-mêmes, les gamins, ils ne sont pas là pour apprendre des sciences, ils ne sont pas là pour appréhender, donc ils le savent. Hein, nous, on n'est pas éducateurs, et puis on n'est pas dans une démarche où on fait entreprendre des choses à long terme. Donc, comme pour apprendre, il faut quand même entreprendre des choses. Donc les enjeux sont plus, liés à la pédagogique, sont plus dans le fait, alors il y a le mot motivation, mais moi je serais plus sur le mot sens, c'est-à-dire que des élèves se rendent compte que, par exemple, ils rencontrent quelqu'un qui fait une thèse dont c'est le boulot, même la passion, de regarder par exemple l'évolution d'une ville, et qu'il utilise des dérivés. Et que la dérivée, le truc qu'on apprend pour avoir une bonne note au bac, c'est porté par quelqu'un. Alors, je parle des dérivés, mais tout à l'heure, vous avez vu aussi des courbes, des statistiques. C'est des CM2, ils vont le voir un peu après, mais ça a donné un sens supplémentaire au savoir scolaire. Ça n'a pas donné tout le sens, mais ça a été porté par une personne, ça a une existence en dehors de l'école. Ça, c'est un enjeu qu'on avait remarqué, et c'est sans le demander, c'est vraiment quelque chose de remarqué par les enseignants, et dans toutes les discussions, même si les ados discutent moins lors de la visite, après coup, vraiment, c'est le genre de discussion qu'il y a. Et puis, je vais faire une transition sur… Et puis, il y a aussi cet effet un peu de modèle aussi, parce que les modèles un peu classiques des médias commerciaux sont plus dans ce qui est très bien, hein, la danse, la musique, etc. Mais c'est un peu trop ça. Là, ils peuvent aussi avoir des gens, ils font signer des autographes et tout, des modèles qui sont des gens qui s'intéressent à la connaissance. Donc, par exemple, alors elle n'aimerait pas que je montre cette photo. Par exemple, Nathalie, elle travaille sur les écrevisses. On l'a interviewée dans le Microscope et la blouse il y a 2 semaines. Non, il y a un mois. Je crois qu'il y a marqué « J'ai admiré les écrevisses ». Vous voyez la tête de Nathalie, c'était son premier atelier. Il y a un effet aussi important pour les chercheurs, parce que je vous avais dit à l'entraînement, ils se rendent compte que ça peut intéresser. Et là, ils voient des gamins qui disent « C'est génial, continue ». Et donc, ça joue, quoi. Ça fait du bien. Et puis, on va aborder un peu ça, les enjeux pour les chercheurs. Alors, je vous mets des choses comme ça parce que nous, on est au niveau de témoignage par rapport à notre question. Donc, c'est un texto. Hein. C'est un texto, j'ai enlevé le nom. Ne cherchez pas plus loin pour l'orthographe. Ah bon? Alors, là, on aborde la phase un peu plus réflexion. C'est surtout le phénomène qu'on remarque le plus, nous, c'est l'effet de clarification, pour des doctorants et des jeunes chercheurs. Mais même avant d'avoir vu les gamins, c'est vraiment les chercheurs sont souvent dans une démarche où entre collègues ils se reposent pas les questions
à quoi ça sert, dans quel domaine, etc. Et donc l'expérimentarium a vraiment cet effet-là. Là, c'était une chercheuse donc, qui s'entraînait pour l'après-midi. Le fait qu'avec Candice et d'autres, on les suit vraiment, on soit vraiment souvent avec eux, on mange souvent avec eux, des fois on va dans d'autres villes avec eux. Et je me souviens, un jour, on était partis 3 jours avec des chercheurs et un soir, après le repas, dit finalement, je vais changer le plan de ma thèse, je vais faire comme avec les gamins. C'est vrai que ça, on ne l'aurait pas eu si on n'avait pas suivi, etc. Donc on a plein de témoignages. Dernièrement, lors de la production de la photo qui est sur l'affiche de l'expérimentarium, donc on a demandé aux chercheurs qui vont présenter dimanche de poser pendant 3 heures, de poser en plus pour les chercheurs, ce sont juste les doctorants, il y a les collègues qui vont regarder, qui vont rigoler, etc. On leur a dit, j'ai demandé à Eric Paul de la Passerelle qui filme, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu peux leur demander... pas leur demander quels sont les effets pour vous, est-ce qu'il y a la clarification, est-ce qu'il y a la mise en relief, etc. Mais pourquoi ils font ça? Nous, moi ce que je cherchais à voir, c'est est-ce qu'ils vont parler des effets? Ils ont tous parlé, alors j'ai les rushs, j'ai pas eu le temps, on a 1h30 de rush, ils ont tous dit, on se pose des questions, ça clarifie parce qu'on se pose, on prend du recul, on repose les questions qu'on ne se posait pas. Et tout ça aussi parce que grâce aux gamins, parce qu'on dit, voilà, on vise un gamin de 10 ans. Donc ça, la clarification est importante. Et puis, il y a un autre effet. Et là, j'ai bientôt fini, hein, Eric. J'en suis à 40 minutes. Non, mais c'est jusqu'à 15h30. Donc, de toute façon, on aura 2 options. Donc, soit tu finis avant 15h30 et puis voilà, et on regarde les questions avec le débat avec Emmanuela, soit, et Baudouin prend la parole, si tu finis dans 5 minutes, on a encore quelques petites questions tout de suite. Voilà. Soit ce que tu soit après. Mais vas-y. Je vais juste citer une phrase que vous allez reconnaître, je vais citer l'auteur après, qui dit « On peut tourner autour d'une chaise, l'apercevoir selon des angles différents, sans pour autant éprouver l'impression d'avoir affaire à plusieurs chaises différentes chaque fois que l'on passe d'une vision à l'autre. La vulgarisation fait exactement cela. La variété des formes auxquelles elle fait appel permet au contenu supposé identique de se gonfler de réalité, d'acquérir du relief. » Donc ça, c'est Baudouin-Jourdan qui est là, qui a écrit ça. Alors moi, j'ai pas lu beaucoup, hein, mais j'ai lu juste ça. Je vais en faire toute une théorie. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Mais en fait, c'est Jean-François qui parlera un peu de ça. Il n'est pas content parce qu'il dit, moi, je veux juste faire des témoignages. C'est Jean-François qui est là-bas, qui fait la nuit des chercheurs, qui fait des films avec les chercheurs, qui fait la nouvelle formule de l'expérimentarium où on demande aux chercheurs de rebondir sur des fictions, qui lui triture les chercheurs en faisant varier les formes avec eux sur leur sujet. Le avec eux est très très important. Donc lui on pourra discuter avec lui de quels effets ça peut faire suivant les formes. Nous, on a un peu souvent la même forme qui est ce dialogue. Mais sur cette histoire de mise en relief et de faire varier, c'est pas trop les formes qu'on fait varier, et c'est des témoignages, même récents, mais qui sont un peu illustrés là. C'est le fait que le chercheur rencontre d'autres chercheurs. Et ça, c'est très important à l'expérimentarium. On le voit là, c'était à la fin d'un expérimentarium, toujours à Nancy. Face à face, les gamins sont partis et puis ils se connaissaient pas trop. Et ils ont commencé à engager des discussions. Et là, on a même des sujets de recherche qui sont sortis comme ça par des discussions après de la vulgarisation. Et on a vraiment, il y a des gens quand on leur demande l'effet. Donc Charlotte Beltramo viendra demain à la table ronde. Elle, d'après elle, c'est cet effet-là, voir ce que font les autres, comment ils travaillent, leur relation à leur directeur, qui permet finalement de prendre du recul en se voyant mieux, mais au sein de cette communauté. Et puis de voir comment on travaille. On aime bien accueillir des extraterrestres comme une nouvelle philosophe, là. Elle discute beaucoup avec les gens sur les méthodes, sur la vérité, comment on prouve des choses, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe et qui se passe aussi, j'en ai parlé un tout petit peu, lors des journées d'entraînement. Alors voilà, moi je vous ai montré ici, et en fait cette pluridisciplinarité, comme je voulais ajouter, elle me paraît plus importante, et d'après les témoignages des chercheurs, que certains colloques pluridisciplinaires, parce que là, on a toujours, in fine,
à parler avec des gamins de 10 ans. Donc on est obligé de vraiment sortir le sens et vraiment de se faire comprendre, quoi. Sachant que des fois, c'est pas facile. Des fois, on ne comprend pas aux journées d'entraînement. Ça ne se passe pas toujours facilement. Alors, voilà, nous, on a des traces. On en a pas mal sur l'aspect clarification. Quelques-unes sur l'aspect un peu mieux se situer, contexte où on est, donc de ces traces d'effets sur les chercheurs. On n'a pas engagé de grandes réflexions. C'est aussi difficile de se mettre dans la tête des gens. Il faut des méthodes. Donc peut-être qu'on pourra en parler là. Hein. C'est un peu aussi le but de ces journées. Mais nous, en fait, là, je reviens un peu à l'aspect organisateur. Nous, on a quand même une volonté un peu, un objectif même politique au sein de la vulgarisation scientifique. C'est qu'on a envie de dire qu'évidemment, quand on fait de la vulgarisation, on pense au public. Mais quand on fait de la vulgarisation avec les chercheurs, ben, ce n'est pas juste le fait de faire de la vulgarisation pour les chercheurs qui est bien, il faut essayer de bien le faire. Et si on essaye de bien le faire, ben, on engage. Nous, on est souvent surpris de voir les chercheurs, l'imagination qu'ils ont, les choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et c'est là qu'on engage un cycle enrichissant. Si on se dit au début, voilà, il faut penser aux chercheurs quand on les engage dans une démarche de vulgarisation. Merci Lionel, merci à toi. Alors, est-ce que vous voulez peut-être très rapidement 2-3 questions tout de suite pour réagir? Sinon, je propose peut-être simplement à Baudouin de faire le lien et puis de faire son intervention. Est-ce qu'il y a des questions comme ça? Mais alors rapide, questions rapides qui appellent des réponses rapides, Lionel. Juste 45 minutes pile. Oui. Et Baudouin, pendant ce temps-là, tu peux déjà te mettre là. C'est juste une petite question blague qui est... ça m'intéresse de savoir où se classe la science sur un marché, avec les fruits et légumes, avec le poisson, avec la viande, avec les textiles. On a fait un petit historique de l'expérimentarium. Allez voir les photos. Et on a fait exprès de mettre des jeunes chercheurs en promotion, donc c'est au milieu des légumes, etc. Mais il y a vraiment, si vous voulez faire des études sociologiques sur l'image de la science, il y a aussi on a des retours. Et parfois, les chercheurs parlent moins que les gens qui viennent. Mais entre les fruits et légumes, on est vraiment au cœur du marché. Hein. Une question. C'est juste une question un petit peu triviale. C'est juste savoir les chercheurs pendant le temps qu'ils consacrent, soit pour la formation, soit pour les périodes ici. Ils prennent ça sur leur temps de recherche, c'est bénévole ou bien ils sont payés par l'exploratorium? Alors, au départ, ils ne savent pas que c'est payé, parce qu'en fait, c'est payé pour certains. Alors, c'est des luttes politiques et administratives pour des autorisations de cumul, etc. Avant, les moniteurs, par exemple, donc un statut spécial, pouvaient faire l'expérimentarium. Ça validait toute leur formation, donc c'était dans le cadre de leur salaire. Après, nous, les périodes de formation, on paye un petit peu et puis on paye à peu près 20 € net pour ceux qui peuvent être payés l'accueil de classe, chaque fois qu'ils rencontrent une classe. Donc, ils sont payés et nous, on y tient parce que c'est un travail. Mais ce n'est pas facile du tout à défendre. Et là, c'est vraiment... et on y tient. Dernière petite question avant pour avancer. Il y aura une période de débat tout de suite après l'intervention de Baudouin. Est-ce que vous voulez poser une petite dernière question, une mise au point? Ceux qui connaissent bien l'expériment, peut-être j'ai oublié des choses. Je suis désolé, je suis un peu fatigué. Non? Oui? C'est Fabien qui fait circuler le micro. Oui, une petite question sur... justement la façon de payer les étudiants. Est-ce que ça peut aussi rentrer dans leur cursus en termes d'heures, d'école doctorale ou quelque chose comme ça? Je sais qu'à Saint-Étienne, il y a une école doctorale, école des mines, université, et c'est compté dans un cursus d'école doctorale. Oui. Voilà. Mais à chaque fois, il faut redéfinir, etc. Donc ça fait partie des formations. Et après, c'est un des travaux qu'on a à faire aussi, c'est à redéfinir ça avec les écoles doctorales.
Je vois Romain là. Il faut qu'on... C'est pas voilà, acquis. ça fait partie des formations, mais c'est vrai que des fois on se confronte à des services qui ne voient pas trop ce qu'on fait et qui nous disent vous n'avez qu'à prendre d'autres personnes. Un doctorant c'est une longue lutte, quoi. C'est une longue lutte et c'est vrai que l'image de l'iceberg, la partie avec les vulgarisations, c'est peut-être 10%. Et malheureusement, on est à 90% parfois d'acharnement administratif. Il faut mettre ça quasiment sur la table tous les ans. Tous les ans, il faut s'assurer qu'effectivement, ça sera bien. Il y a une visibilité au niveau des écoles doctorales et une reconnaissance et une intégration de ces heures dans leur service, dans leurs tâches. C'est pas acquis.